Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut François, je vais très très bien et toi ? Eh ben écoute, la forme, il fait beau, ça fait plaisir, de bonne humeur. Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet ? On se fait un petit sujet d'introduction, un petit thème ? Ouais, petit sujet d'introduction, allez, on va dire mathématiques. Allez. Les mathématiques, très bien. Tu commences ou je commence ? Je pense que tu as plus de choses à dire que moi pour commencer là-dessus. Oh, c'est pas dit, mais alors, moi écoute, les mathématiques. Les mathématiques, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque tout de suite les études, ça m'évoque tout de suite les cours de mathématiques à l'école, et du coup, ça m'évoque un 7 sur 20 au bac, je crois, pas très brillant. Ouais. Voilà, donc comme j'ai dit l'autre jour, je suis pas un profil matheux, donc je suis pas un profil scientifique, donc c'était pas du tout ma matière préférée. Donc ouais, les maths, c'est pas une grande histoire d'amour. Et toi, t'étais plutôt matheux ou plutôt littéraire ? Non, t'étais plutôt littéraire, toi, Ouais, je crois. plutôt littéraire aussi, hein. J'ai pas vraiment un esprit logique et j'ai pas cette habilité qu'ont certaines personnes à être voilà, logique. Et j'ai pas la logique des chiffres en fait. Euh, mais il m'est arrivé d'être bon, et encore une fois, c'est une question de fréquentation, hein. Lorsque je fréquentais voilà, des personnes qui étaient passionnées de mathématiques, il m'est arrivé d'avoir de très bons résultats en maths. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, je pensais plus parler et aborder le thème des mathématiques dans ce que ça a apporté à la société en général. Je pense notamment aux premières civilisations où on a commencé à se servir de cette matière-là pour construire des édifices et puis ensuite fonder des sociétés, etc. Enfin, voilà, Oui, on s'est échangé une émission là-dessus tous les deux, du coup qu'on a regardé chacun, oui, où effectivement le sujet c'était de dire que on est passé d'une société où tout était magique, c'était les dieux qui régissaient tout dans l'histoire, à de plus en plus une société tournée vers les mathématiques et vers la rationalité. Je crois que c'était un petit peu ça le thème de l'émission, et du coup c'était intéressant parce que c'est vrai que dans l'émission ils opposaient le monde magique au monde rationnel, et tu avais la différence qui était faite entre les deux, et du coup je crois que à la fin de l'émission, si je dis pas de bêtises, disait qu'effectivement aujourd'hui on est peut-être un peu trop dans le rationnel et peut-être pas assez dans la spiritualité, dans le magique, et que le juste milieu c'était un peu entre les deux. Enfin voilà, c'était un peu ce que j'ai retenu de cette émission, et c'était intéressant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'avant, en fait, on était beaucoup plus porté vers la spiritualité, la sensation, les sentiments et la croyance. Enfin, dans les deux cas, de toute façon, c'est une sorte de croyance, hein, plutôt que sur voilà, la rationalité, 1 plus 1 égale 2 et c'est fini, quoi. On ne négocie pas avec les maths. Tu négocies pas avec les maths, y a pas il y a une seule interprétation possible, j'ai l'impression, en maths, c'est le résultat. Et du coup, il parlait de l'égalité, en fait. Les maths, c'est ça, c'est une égalité. Et ça ment pas. Voilà, c'est la science, en fait, c'est les bases de la science. Sans mathématiques, on peut difficilement... c'est la logique, c'est ça. C'est ce qui est logique. Et tout ce qui a trait aux religions, etc., paraît du coup par opposition pas logique. Enfin, tu sais,
Ouais, et puis il disait que ça avait un impact même dans le milieu politique, où, et ça, c'est ça que je l'avais jamais entendu nulle part, c'est que justement, ce qui a fait qu'à un moment, la démocratie, c'est l'expression mathématique comment dire, c'est l'expression des mathématiques en politique, dans le sens où la démocratie, c'est finalement le plus grand nombre qui l'emporte sur le plus petit nombre. Euh, et du coup, bah, ce système démocratique finalement est aussi le résultat de l'arrivée des mathématiques, quoi. Et je trouvais ça super intéressant, quoi. C'est pas un truc moi j'ai jamais entendu parler de ça, et le lien il est incroyable, quoi. Ouais, c'est ça, notamment dans les civilisations grecques, où voilà, c'est ça, ils expliquaient, voilà, ils faisaient le parallèle avec la démocratie, sur voilà, le plus grand nombre de sénateurs, ou je sais plus qui, voilà, bah, c'était eux qui avaient raison, quoi. C'était pas. Parce qu'ils étaient le plus grand nombre. C'est ça exactement, ouais. Donc c'est marrant de voir de voir qu'il y a un lien qui est faisable aussi avec la politique, quoi. C'est impressionnant. Euh, Et on peut faire le parallèle c'est vrai que avec ce que disait, je crois que c'était Socrate, ou c'est, non, non, du coup, c'était le philosophe là qui démontrait que, enfin, qui avait déroulé toute sa pensée sur la force, c'est le plus fort qui l'emporte, enfin, c'est la loi du plus fort. Euh, et donc, en fait, voilà, c'est ça, les forts mangent les faibles, et les faibles sont faibles. Et ensuite, on définit donc les forts avec certaines capacités, et on découle, bah, en fait, toutes les lois, et donc euh, que la vie est une grande sélection naturelle, en fait. c'est clair. Et puis tu avais un autre point intéressant qui était aussi le fait que. Je crois que c'était un peu, justement, il expliquait un peu la différence entre la gauche et la droite, où effectivement, c'était une vision que j'avais pas aussi, qui était de dire que la droite, du coup, regarde beaucoup l'ordre qui est à l'origine, c'est-à-dire si à l'origine t'es de famille noble, si à l'origine t'es de classe populaire, si à l'origine t'es d'une famille royale, etc., bah, le but c'est de maintenir cet ordre-là établi, et cette hiérarchie. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça, c'était vraiment la hiérarchie, alors que à gauche, tu vas plus aller chercher, au contraire, justement, le progrès. Donc, tu vas faire en sorte de chambouler la hiérarchie existante, et, euh, et tu vas faire en sorte, effectivement, bah, peut-être de grimper de classe sociale, ou peut-être de faire la révolution même, d'ailleurs. Et du coup, c'était aussi une vision intéressante, je trouve, où tu avais un peu l'opposition entre les deux. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que je me retrouvais un petit peu dans les deux. C'est-à-dire que bah, je suis pas de famille noble, donc j'ai pas de j'ai pas de nom composé, donc c'est clair et net que je peux pas, je peux pas dire tiens, j'ai envie de défendre l'ordre établi et la hiérarchie, parce que moi, au contraire, j'ai envie de monter, tu Ouais. vois. Euh, et d'ailleurs, il disait même, je crois, que historiquement, à droite, le travail, du coup, est mal vu. Parce que si tu travailles, ça veut dire que t'es un ouvrier, t'es un artisan, t'as besoin de travailler, tu vois, t'as pas hérité. Donc, il disait que limite, c'était mal vu de travailler. Tu sais, comme il y a une époque aussi où si t'étais bronzé, c'était pas bien, Oui. parce que ça voulait dire que tu travaillais dans les champs. Ça, c'est des trucs de fou, ça aussi. Et du coup, alors qu'à gauche, t'as plus la valeur de... historiquement, en tout cas, au contraire, le travail est bien vu, et plutôt noble, et tu vas chercher justement à peut-être grimper de classe sociale, ou à bouleverser l'ordre établi. Et du coup, je me suis rendu compte que je me retrouvais un peu dans les deux camps. C'est pour ça que je trouve que, enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, et surtout, c'est pas moi qui le dis à l'origine, mais que effectivement, gauche et droite, de toute façon, c'est des vieux classements qui servent à rien, et qui sont hyper clichés, quoi. Tu peux pas avoir des solutions que à droite et des solutions que à gauche. Le mieux, c'est d'avoir un petit mélange des deux, et de trouver un équilibre entre les deux. Ouais, tout est dans la nuance, en fait. Il y a plus de. Ou alors peut-être que c'était valable, bah oui, c'était valable pour l'époque, en fait. Mais maintenant, vu qu'avec l'arrivée notamment des technologies, etc., mais tout a changé. Là, récemment, j'écoutais donc une dame qui est à l'origine d'une association chrétienne, il me semble, donc plutôt de droite, et qui expliquait l'évolution de la fréquentation de son association. Donc à la base, voilà, tu avais plutôt des personnes issues donc de la droite traditionnelle et conservatrice, et que maintenant, mais c'est plus du tout le cas, enfin très clairement des bourgeois, quoi. Enfin, et maintenant, c'est plus du tout le cas, en fait. Tu as des mecs qui sont au chômage, mais qui sont qui ont des idées de droite. Tu as des étrangers récemment immigrés qui ont des idées de droite.
ça a plus du tout la même valeur. Et ça, à mon avis, c'est vraiment dû bah, à l'évolution, en fait, à l'histoire et comment ça a bougé. Et donc aux technologies, parce que, bon, voilà. Bah, de toute façon, les étrangers, donc en France notamment, bah, si tu vas au Moyen-Orient ou si tu vas en Afrique, globalement, c'est des sociétés qui sont quand même entre guillemets à droite, dans le sens où c'est des sociétés traditionnelles, avec une hiérarchie, avec quand même à chaque fois des religions, des sociétés plutôt donc hiérarchiques et donc traditionnelles, et donc c'est plutôt généralement de toute façon des gens de droite, hein, je pense, du côté de l'immigration. C'est pour ça que c'est marrant aussi les gens s'étonnent parfois de voir qu'il y a des rebeux, qu'il y a des Renois qui sont au Front National, mais en fait, c'est en quelque sorte logique, parce que aujourd'hui, très clairement, un mec qui est originaire d'Afrique, il va pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il va pas être pro-LGBT, quoi, tu vois, donc Ouais. clairement, c'est évident qu'il peut pas être dans ce qu'est la gauche aujourd'hui, et du coup, et il va plutôt être du côté peut-être de la tradition plutôt que du côté d'autres choses, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que par définition, la tradition s'oppose au progressisme? Bah, du coup, ouais, j'ai l'impression, mais du coup, moi, je me retrouve pas trop dans les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a Enfin, aujourd'hui, oui, la gauche et la droite s'opposent là-dessus, peut-être. Un peu historiquement aussi, mais moi, clairement, je pense qu'il y a un peu du bon à prendre dans les deux, dans le sens où bah, il faut quand même qu'il y ait de la hiérarchie, mais il faut que cette hiérarchie elle soit pas trop rigide non plus, parce que clairement... Enfin, je sais pas. Après, j'ai des doutes là-dessus, parce que tu vois, moi, la vraie question que je me pose depuis plusieurs années, là, d'un point de vue politique, c'est que je me demande si, finalement, la royauté, avec une hiérarchie très établie, le royalisme, pardon, et tous les 2000 ans de royauté, enfin, pas les 2000 ans, mais peut-être un peu moins, mais toute la partie euh, royaliste qu'il y a eu en France, est-ce que finalement, bah, vu que c'était hiérarchique, il y avait de l'ordre, est-ce que c'était pas plus sain qu'aujourd'hui où bah, t'as plus vraiment de hiérarchie, où c'est un peu le bordel, c'est un peu confus, mais c'est toujours pareil, ça dépend de quel côté tu te trouves, c'est toujours ça. Moi, si aujourd'hui j'étais un mec du tiers-état, un paysan, ça me ferait chier, ça me ferait chier que le système soit aussi rigide. Donc je pense que c'est un peu les deux, il faut qu'il y ait un peu de hiérarchie, un peu de tradition, mais qu'il y ait aussi, tu vois, que ce soit un peu souple, quoi, qu'on puisse évoluer, parce que clairement, moi, mon challenge aujourd'hui, c'est d'évoluer toujours plus socialement, je pense que toi aussi, et c'est hyper stimulant comme projet, alors que c'est vrai que si tu sais dès le départ que si t'es né comme ça, tu vas finir comme ça, bah je sais pas si c'est aussi stimulant et que ça te fait aussi grandir, tu vois, individuellement. Ouais, mais ça dépend pour qui, je pense. Et puis je pense que c'est pas la même chose dans différentes périodes de ta vie, tu vois. Là, à l'heure actuelle, voilà, on poursuit un petit peu, on est dans la quête de l'échelle sociale, mais peut-être que d'ici une dizaine d'années, bah, on aura changé un peu de mood parce que, bon, bah voilà, l'eau aura de couler sous les ponts et que. Faut voir aussi l'expérience des mecs qui, toute leur vie, ont eu comme seul et unique objectif de grimper sur l'échelle sociale et qu'au final, bah, ils se sont rendus. Enfin, les mecs, à la fin, il faut avoir des retours d'expérience. Et j'en parlais récemment avec un ami qu'on a en commun. Et c'est vrai que bon, la quête toujours plus de l'échelle sociale, ça peut avoir des effets délétères sur le long terme, sur ton entourage et toi-même. Donc, c'est- un paysan à l'époque, pour en revenir à ce que tu disais, il n'était pas forcément malheureux, le mec, tu vois. C'est comme là, tu vois, tu as des mecs qui sont très heureux, qui toute leur vie seront au chômage, ou voilà, gratteront un peu des aides de l'État, et n'auront pas vraiment d'importance dans la société, ce qui je trouvais très malheureux, mais parce qu'il y en a qui sont heureux comme ça, il y en a, ils cherchent la planque. Très clairement, moi, à l'armée, je connaissais des mecs qui étaient très bien planqués, qui n'avaient aucune ambition, et qui sont toujours à l'armée d'ailleurs, et qui sont toujours très heureux, qui sont en compagnie de gens qu'ils aiment, etc. Pour eux, ils sont au même niveau de l'échelle sociale, ils vont pas grimper. Et encore que l'armée, c'est un peu différent, parce que oui, tu peux prendre en grade et tout, mais bon, enfin bon, fondamentalement, tu vas pas devenir général comme ça. Et donc je pense qu'un paysan de l'époque, et ça Papacito le dit bien aussi, était très heureux, était très stimulé de faire quelque chose de ses mains, et qu'aujourd'hui, vu qu'on a perdu un petit peu cette valeur travail, production, artisanat, euh, bah, tu te retrouves avec un pays où la vente d'antidépresseurs bat tous les records. C'est clair. Et puis,
individuellement, du coup, c'est peut-être épanouissant si tu as envie de monter de l'échelle sociale, mais par contre, c'est vrai que au niveau collectif, au niveau de la société, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut plus mettre la main à la pâte. Donc, effectivement, on n'est plus producteur de rien en France aujourd'hui, en tout cas de moins en moins. Tout est produit dans d'autres pays. Et donc à force de plus vouloir travailler, de plus vouloir travailler dans les champs, travailler dans les usines, etc., on produit plus rien et résultat on est un pays qui n'est plus du tout une puissance économique et donc c'est vrai que collectivement ça pose un problème. Et puis je suis d'accord avec toi, il y a des théories effectivement qui disent que finalement un paysan du tiers-état il était peut-être plus heureux qu'aujourd'hui quelqu'un de la classe moyenne en France et je veux bien l'entendre parce que du coup t'étais quand même, tu produisais quand même des choses, tu vois, de tes mains. Après, tu avais toutes les conditions de l'époque où évidemment tu as les maladies, etc. Mais par contre, tu étais producteur, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, de moins en moins on produit et du coup, est-ce que c'est sain, tu vois, est-ce que mentalement c'est sain de rien produire de ses mains et de faire que de l'intellectuel? On en avait parlé dans un épisode que si on s'intellectualise trop, il y a un moment où collectivement ça pose un problème, quoi. Ouais, bah c'est ça, mais c'est le capitalisme poussé à l'extrême en fait. Bah c'est depuis le Fordisme, etc. Bon, voilà, les usines, les mecs ils sont plus producteurs, ils sont exécuteurs. Enfin, sont des hommes-machines en fait. Et c'est la même tâche exécutée toute la journée. À l'époque, les mecs ils faisaient des voitures en entier. Enfin voilà, des moyens de locomotion, des charrues, tout ce que tu veux. De A à Z, ils avaient la main sur le projet. Donc dès la conception, le développement et voilà, la vente. Et ensuite, ils sont passés à des exécutants où en fait, chaque jour, les mecs ils vont faire la même pièce d'une voiture. Et ça, c'est abrutissant, c'est déprimant. Et c'est dû justement, je pense, à cet excès, entre guillemets, de liberté. Mais du coup, c'est un peu les limites, je trouve, de ce système. Oui, bah là, ouais, c'est une question d'échelle, quoi. C'est vraiment. Est-ce que finalement, il faudrait pas revenir à une société capitaliste quand même, je pense, mais avec des petites entreprises locales où, du coup, effectivement, tu te retrouves avec beaucoup moins de grosses machines, de grosses usines qui vont abonder à travers le monde et où tu te retrouves plus avec un petit maillage d'entrepreneurs autour de chaque ville et tu vois, avec des petites entreprises qui servent juste localement. Et de toute façon, est-ce que le cours des choses au niveau du prix de l'énergie va pas nous y faire revenir finalement, le moment où on verra qu'on pourra plus se faire approvisionner par des produits de Chine, on sera bien obligé de remonter des ateliers pas loin et de reproduire des choses ici. Donc finalement, le jour où on aura faim, on va pas sortir de nos ordinateurs et puis on retournera peut-être travailler un peu dans les champs pour aller nourrir la famille, tu vois. Donc peut-être que l'équilibre, ce serait effectivement un capitalisme, mais avec des plus petites entreprises, des plus petites structures, ce sera peut-être un peu plus sain et un circuit court, comme on dit. Ouais, mais c'est ça, parce que on a un stock d'énergie, Jean Covici le dit très bien, on a un stock d'énergie limité. Au bout d'un moment, voilà, en fait, on va retomber. On aura des putains de technologies, on aura des ordinateurs intelligents et tout ce que tu veux, mais on n'aura plus d'énergie pour les faire tourner. Putain, c'est vrai que si on se projette là d'ici, je sais pas moi, dans 2 siècles, tu vois, allez, on s'abandonne à une petite digression futuriste. On va imaginer, là, on est dans 2 siècles, et voilà, il y a plus de pétrole. Enfin, après, j'en sais rien, j'ai aucune idée des valeurs, tu vois, je suis pas géologue. Mais voilà, on n'a plus de pétrole, donc on peut juste s'alimenter avec de l'énergie Comment on fait? Bah ouais, on peut plus faire tourner les moteurs des avions parce qu'il n'y a plus de kérosène. Du coup, on est obligé, le mondialisme, finalement, on va se retrouver sur des petits secteurs, des petits pays. Tu vois, l'Europe, ça sera peut-être un seul pays, du coup, dans 2 siècles, je sais pas. Bah nous, on sera dans la merde parce qu'on saura plus rien faire, quoi. Après, on réapprendra rapidement. Je pense Oui. en France, on est quand même des travailleurs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne sait planter un radis, plus personne sait bricoler, plus personne sait rien faire. Donc, il faudra réapprendre, quoi. Mais on va être obligé, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer parce que les écolos sont toujours là à dire
on n'a pas de solution, il faut des solutions collectives, mais en fait, gros, les solutions, on les a. C'est juste que tu n'as pas envie de travailler, en fait. Et c'est juste, la solution, elle est simple. Au lieu de faire un travail dans le tertiaire, bah, viens, replante des radis dans ton champ, achète-toi un champ, ou va dans un champ en collectif, tu sais, plante ta bouffe, ça t'évitera de l'acheter dans des grandes surfaces et d'acheter des trucs qui ont fait le tour du monde. Au lieu de racheter tous les 2 jours un téléphone, apprends à le réparer, ou une voiture, apprends à la réparer. Mais c'est que des solutions qui sont chiantes en fait, donc c'est pour ça que moi ça me fait, c'est pour ça que Jancovici j'aime bien, parce que lui il leur dit les gars, moi je suis écolo, par contre je vais vous dire que si vous voulez vraiment être écolo, en fait il va falloir que vous bougiez le cul et que vous retravailliez manuellement quoi, et que peut-être vous ayez du coup une meilleure condition physique, on en avait parlé une fois, pour être écolo, un vrai écolo il a une bonne condition physique du coup, parce qu'il faut se remettre à bricoler, il faut se remettre à cultiver. Un vrai écolo c'est d'abord un go muscu. Ouais, c'est ça, non, mais en vrai, c'est ça, hein. C'est la vérité, quoi. Et c'est un bricoleur, c'est un jardinier, c'est ouais, c'est pas un paysan non plus, peut-être pas, mais en tout cas, il cultive des choses, et enfin, toutes les solutions, elles sont là, en fait. Juste, au lieu de racheter un pull, apprends à coudre, tu vois. Enfin, c'est que des solutions, mais évidemment, c'est pas sexy, et si tu mets ça sur des tracts politiques, tu te fais pas lire, donc les mecs, ils parlent pas de ça, mais c'est la pure vérité. Donc moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment rigoler, les écolos, là, de 2024. Ouais. Voilà. Je suis écolo dans mon salon à regarder Netflix et à commander sur Amazon, quoi. Super. Top. Ouais, c'est ça, mais c'est la nouvelle religion, on en avait parlé dans le précédent podcast, je crois. Ouais. Voilà, ouais, bien sûr. C'est le salut, l'écologie. Ouais. Parce qu'en soi, c'est clair. c'est une bonne démarche, mais les gens, ils vont pas au bout des choses parce que c'est la facilité, voilà. Mais parce qu'après aussi, on peut comprendre, les mecs, voilà, ils ont une famille à gérer, donc en fait... Ah mais moi j'ai pas envie, hein. Moi ça me fait chier aussi, hein. Je sais pas réparer une bagnole, je te dis, j'essaierai quand même de me bouger, d'apprendre à faire un petit potager. Non mais voilà, toi tu gères ta baraque, tu gère ton potager... Apprendre à faire des travaux soi-même, à bricoler et à jardiner, tu vois, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire, mais j'en suis à que dalle, quoi. Si demain il n'y a plus d'énergie, je suis dans la merde. Mais tu vois, j'ai écouté Charles Gave là, qui disait quand vous avez des problèmes, arrêtez de penser à l'État. Enfin, l'État, ça fait des années. Après, je suis pas spécialiste, mais ça fait des années qu'on essaye de se faire sauver par l'État. Mais en fait, on se rend compte que l'État, si tu veux te sauver, bah, sauve-toi toi-même. Donc, fais les trucs toi-même. Mais bien sûr. Tu veux de l'écologie, bah, vis vraiment pour l'écologie. Donc, c'est ça. Apprends, sois compétent, prends en compétence. Donc, voilà, apprendre à coudre, apprends à cultiver, cuisiner. Bien sûr. Ouais. Et apprends à partir en vacances. Après, du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que les solutions qui sont apportées, c'est uniquement des solutions restrictives pour les autres. C'est genre, ouais, nous, on veut plus que les gens ils voyagent à travers le monde. Donc là, je connais des gens qui disent, bah moi, je voyage plus qu'en France, je voyage plus à l'étranger. Ok, et du coup, ils veulent imposer ça aux autres, tu sais. Ouais. Mais en fait, avant de regarder les autres, tu viens de le dire, il faut déjà travailler sur soi et arrêter de chercher la solution, t'as raison, auprès de l'État, auprès des autres, à essayer de restreindre les autres. Ah, on va niquer les mecs qui ont des 4x4, on va niquer les mecs qui prennent l'avion, machin, etc. C'est que des trucs... Et surtout, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce que même si demain tout le monde arrête de voyager, pour autant, ça va... Comme dit Jancovici, de toute façon, toutes ces mesurettes-là, elles vont pas être suffisantes, et à un moment, il faudra se retrousser les manches et autant s'y préparer un petit peu, quoi. Et du coup, tu arrives très rapidement à, tu sais, je m'étais intéressé à un moment un peu au survivalisme. Oui, j'allais t'en parler. Ouais, et la recherche d'autonomie, parce que le survivalisme, t'as un peu de tout, t'as des mecs qui vraiment ont peur qu'il y ait la fin du monde demain, mais t'as dedans des mecs qui tout simplement se disent, je vais essayer d'être un maximum autonome, et puis comme ça, si demain il arrive une merde, je serai un minimum plus près que les autres, même s'ils savent très bien que, si demain il arrive un truc, peut-être, s'il y a une bombe atomique, tu peux rien faire, tu vois. Et du coup, c'est des domaines intéressants. Et c'est là où tu comprends un peu le mindset qui est de chercher à être un peu plus autonome. Tu vas être forcément plus écolo aussi. Si tu es plus autonome, tu vas moins dépendre des petits Chinois et des petits producteurs, etc., etc. Donc tu pollues moins aussi. La technologie, de toute façon, en général. Mais tout ça, c'est du confort. Donc après, c'est accepter d'avoir moins de confort. Et il faudrait que tout le monde l'accepte. Donc quelque part, oui, il faudrait qu'on retourne au Moyen-Âge. Mais ça, c'est pas possible. L'évolution fait que on peut pas revenir en arrière parce que trop de confort.
Va dire à un mec, là, bah voilà, maintenant, bah, tu te laves qu'une fois par semaine. Tu fermes ta gueule. Parce que, bah voilà. Ouais, mais tu vois, ça c'est que les trucs restrictifs. Donc t'as raison, il y a aussi un moment, peut-être aussi il faudra se restreindre de certains trucs où il faudrait. Mais moi je trouve qu'avant d'aller voir du côté restrictif, prendre qu'une seule douche, arrêter de voyager, etc., je trouve que c'est plus constructif de voir des trucs, de monter en compétence. Tu venais de le dire. Ouais. Je trouve que l'écologie sous l'angle monter en compétence, au lieu de me branler sur Netflix, je vais apprendre à bricoler, je vais apprendre à coudre, je vais apprendre à jardiner, je vais apprendre des trucs un peu du Moyen-Âge, comme tu dis. Mais en vrai, ça, c'est un angle qui est beaucoup plus sexy, je trouve, et qui est beaucoup plus Que la restriction. constructif pour toi que la restriction, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Un peu comme toi, si tu disais tout de suite au mec, bah voilà, mon programme, ça consiste à tout de suite vous priver, vous allez arrêter de manger des chips. Non, mais en fait, c'est pas ça. D'abord, c'est je fais du sport, je continue à me faire un peu plaisir, mais petit à petit, oui, je vais faire attention. Mais Oui, oui, tu oui. sais, tu vends pas le truc d'un côté restrictif tout de suite, quoi. Bah, de toute façon, il est dans n'importe quelle discipline, que ce soit une perte de poids, une prise de masse, n'importe quoi, une nouvelle acquisition de compétences, hein, une nouvelle démarche d'apprentissage, il est toujours plus simple d'ajouter quelque chose que de retirer une habitude. Donc c'est pour ça qu'on conseillera Bien sûr. toujours, soit dans une perte de poids, d'augmenter la consommation d'eau par exemple. Il y a toujours des petites astuces, ouais, comme tu dis. Donc il est plus facile d'ajouter effectivement que de retirer. Mais pour en revenir à la consommation et au confort, en fait tu vois que là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les plus riches qui ont le confort et les plus pauvres qui vivent un petit peu entre guillemets dans un confort moindre parce que bah, voilà, les plus riches ils voyagent quand ils veulent, eux ils consomment. Et plus ça va, plus on va vers cette opposition de confort en fait. Ça se fait naturellement. Et je pense que dans 200 ans, si on continue comme ça, là, avec le peu de connaissances que j'ai, on peut prédire une trajectoire où bah, il y aura les plus riches qui pourront se déplacer et voyager et profiter du confort, et les plus pauvres, bah, eux qui seront par contre, eux, carrément au Moyen-Âge. Ah, t'as raison, tout à l'heure tu voulais faire une projection, c'est ça ta projection, hein, c'est clairement ça. Mais ça c'était dans le cas avant, hein, Oui, il y a 1000 ans, 2000 ans, le noble qui avait une calèche, il pouvait se déplacer, il avait en plus, il fallait qu'il y ait deux trois gardes pour le suivre, pour pas se faire niquer dans la forêt, alors que le paysan, il pouvait pas, il pouvait pas se déplacer, donc ah ouais. toute façon, c'est cyclique, donc tu sais, comme on aime bien dire tous les deux, enfin, c'est pas nous qui le disons, mais on aime bien cette phrase, c'est les temps durs créent des hommes forts, et qui créent ensuite des temps cool, des temps un peu Temps détente, et facile, des ouais. périodes de facilité, et les périodes un peu Les faciles gens faibles. où il y a de l'opulence, ça crée du coup des gens plus faibles, parce qu'effectivement, comme il se passe actuellement, on est très dépendant de l'État, de la technologie, des autres, Mm. et on n'est plus du tout autonome, et du coup on perd voilà. Donc ouais, bah ça reviendrait à des périodes comme ça, ouais, ouais, non mais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais déjà c'est le cas, hein. En fait t'as même pas besoin d'aller chercher Mais très non, loin, mais ouais. c'est-à-dire que toi et moi on peut aller en Grèce, on peut prendre l'avion. Déjà, des gens qui prennent l'avion dans le monde, c'est quelques pourcents de la planète. Nous on est déjà parmi les aisés très facilement, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que c'était une de mes motivations pour m'engager dans l'armée, parce que je savais que bon bah voilà, moi je suis issu du prolétariat, euh, clairement j'avais pas les moyens de voyager, et je me suis dit que bah, qu'en allant à l'armée, j'allais forcément tu vois découvrir le monde. C'était vraiment cette dimension-là. Je voyais des reportages où ils partaient en Guyane, je sais pas où, et finalement c'est ce qui s'est passé. J'ai découvert le monde. J'ai c'est la première fois de ma vie où je suis parti à plus de 48 heures de vol, c'était à l'armée. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie et je me rappellerai toute ma vie. Et sans ça, je pense que bah, plus tard, oui, j'aurais pu me payer, mais à force de mon travail, etc. Et ouais, mais c'est ça. C'est ça. La richesse, c'est de se déplacer quand tu veux. Tu claques des doigts, bam, là, le lendemain, bah, t'es à Dubaï, t'es je sais pas où, tu vas visiter. C'est ça, hein, c'est le voyage. Hein. Mais c'est magnifique le voyage. C'est clair. Mais après, du coup, ce qui se passe en France, c'est que là, vu qu'on est en train d'être déclassé, bah, on était parmi les populations qui pouvaient se déplacer facilement. Et puis, plus ça va aller, plus en France, ça va être compliqué. Parce que, comme je disais, vu qu'on produit plus rien, et c'est simple, c'est comme une boîte, hein, une entreprise. Hein. L'entreprise France, aujourd'hui, elle produit plus grand-chose qui a de la valeur. Et du coup, elle est en train de se faire déclasser. Et ouais, donc, t'as raison,
Du coup, on peut de moins en moins, on va pouvoir peut-être voyager. Et du coup, après, tu as un peu de trucs où on dit c'est à cause de l'écologie. Mais l'écologie est aussi parfois utilisée pour masquer un petit peu justement ce déclassement-là, quoi. Ouais, le prix des avions et de l'énergie augmente, mais c'est pas grave, c'est bien pour l'écologie. Oui, c'est une bonne façon de glisser une petite quenelle à ceux qui peuvent quenelle, pas s'en quoi. payer. Mais C'est ça. ouais. Mais il y a un autre truc aussi qui est plus éthique et plus moral du voyage, putain. Et ça, du coup, on s'approche plus d'une vision communiste un petit peu, tu vois. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'il vaut pas d'abord mieux le coup de voyager dans ta région, puis dans ton pays, puis dans ton continent, puis ensuite dans le monde entier, plutôt que directement vouloir griller des étapes, se casser à l'autre bout du monde, parce que voilà, dans la logique, tu vois, dans une logique, c'est quelque chose à faire. D'abord, va voir. Parce qu'il y a des mecs, bon, ils sont pétés de thunes, oui, ils voyagent, ils vont à l'autre bout du monde, mais ils connaissent pas les meilleurs coins de leur pays, tu vois. La dune du Pilat, c'est magnifique. Enfin, en France, on a la chance d'avoir une géographie, mais magnifique. De la montagne, de la mer, de l'océan, du froid, du chaud. Et c'est vrai que, putain, c'est quand tu t'explores la France, tu te dis, mais... Ah, ça, c'est une vision pauvre. Hein. Non, c'est une vision qui est de plus en plus partagée, à la fois par des écolos, à la fois par les gens un petit peu plus tradis, justement, qui disent c'est quand même con qu'on connaisse pas nos régions et qu'on connaisse pas notre pays, alors qu'en fait, tu as tous les paysages en France, si tu cherches bien, c'est un pays magnifique. Et de toute façon, plus tu voyages, alors du coup, je vais te répondre, parce que du coup, moi qui voyage pas mal, j'ai eu ce point de vue aussi à un moment, de me dire, mais finalement, putain, pourquoi est-ce que je voyage partout, alors qu'en France, il y a plein de trucs sympas à faire. Et avec ma femme, du coup, on en a discuté, parce qu'on voyage ensemble. En fait, si tu veux, nous, la logique, c'est qu'on se dit que là, on a le temps et l'énergie, parce qu'on est jeune, de se déplacer loin. Alors qu'après, en vieillissant, on aura peut-être un peu moins, tu vois, l'envie, tu vois, d'aller trop loin. Et puis quand t'as des gosses, machin, c'est plus compliqué. Donc on se dit que plus tard, effectivement, on explorera un petit peu plus la France. Il y a un autre truc où moi je me dis, comme toi à l'instant, que on n'aura pas toujours les moyens de voyager à travers le monde et qu'on va peut-être pas pouvoir le faire longtemps. Déjà, tu sais, l'année juste avant le Covid, nous on a fait 4 voyages à travers le monde. On allait en Thaïlande, on allait en Grèce, on allait en Croatie et on allait je sais plus où. Juste avant le Covid. Et j'ai hésité Afrique du Sud, putain, j'ai oublié le meilleur. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais tu sais, tu crames ton argent et tout. Et en fait, juste après, il y a le Covid qui est arrivé. Et là, je me suis dit, putain, mais comment je regrette pas d'être parti. Parce qu'après, je crois que pendant 2 ans, on n'a pas trop pu bouger. Je me suis dit, mais comment j'ai bien fait, tu vois, de profiter à ce moment-là. Donc là, c'est un peu la logique que je me dis. Tu vois, cette année, on est allé à Venise, on va aller au Japon pour notre voyage de noces. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est, mec, à chaque fois que je voyage, je prends une claque. C'est-à-dire que je me dis, justement, à quel point notre pays, il est bien. Parce qu'à chaque fois que je vais dans d'autres pays, je me rends compte qu'on a énormément de chance sur plein de trucs. Tu vois, avant de partir à Bali, je me plaignais beaucoup des routes en France, les ralentisseurs, fait chier, les bouchons, fait chier, tu vois, faire des trucs à la con, tu vois, de mecs de 30 ans qui prend la bagnole. Et en fait, en arrivant à Bali, où c'est juste le 3e pire trafic du monde, les pires routes du monde, je crois, t'as des nids de poules tous les 3 mètres, t'as des chiens qui dorment sur la route, des gens qui traversent à droite à gauche. Quand tu doubles une voiture, t'as un mec qui te double en même temps, et puis t'as un mec qui double en même temps en face, enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand tu reviens, t'es content de rentrer et du coup, tu réapprécies bien la France et puis t'apprends des autres cultures aussi. Et là, du coup, on va aller au Japon. J'ai trop hâte parce que le Japon, je sais que c'est une société qui est limite, je pense, beaucoup plus avancée que nous. Déjà, d'un point de vue production, ils produisent des hautes technologies, des trucs. Donc, c'est une société plus avancée que nous aujourd'hui en termes de travail. Et ils ont une culture complètement différente de la nôtre, mais une grosse culture. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant d'aller les voir. Venise est très intéressant aussi parce que tu vois, tu t'apprends beaucoup de l'histoire, tu fais des musées, des monuments, tu comprends qu'il y avait des familles royales à l'époque, tu comprends que c'était un peu the place to be pour le business, Venise à l'époque. Et tu vois que le mec, il s'est créé sa propre église. Tu sais, le mec qui régnait sur la ville, il s'est dit, tiens, je vais créer ma propre église, genre, je traverse mon couloir et je suis dans mon église avec mon prêtre à moi, tu vois. Et le mec, il s'est fait construire une église, mec, t'as de l'or de partout, c'est n'importe quoi. Et tu vois, ça, en France, t'en verrais des trucs stylés. Évidemment, il y a 50 000 trucs stylés à faire en France, mais ça t'ouvre l'esprit, tu vois, aussi. Ça t'ouvre un peu l'esprit et ça te permet de pas être trop franchouillard, tu vois, machin. Et surtout, peut-être qu'un jour, on pourra plus le faire, donc c'est vrai que moi, j'en profite. Mais je comprends le point de vue aussi que tu dis. Ouais. C'est juste une histoire de hiérarchiser un petit peu. Ouais. Je me
disais que c'était... Mais oui, dans le sens où après, tu penses que tu n'auras pas le... Ouais, c'est deux Je me dis visions. peut-être qu'après on pourra plus le faire, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Mm. Bah, c'est possible. Hein. C'est possible. Mais là... Mais d'un côté, oui, c'est un truc de luxe. Et après, est-ce que financièrement, il faut bien choisir de le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voir si c'est une priorité financière, parce que après, ça reste un passif, parce que ça reste quelque chose d'une dépense. Ouais. Mais vu que tu apprends beaucoup sur toi et que tu apprends beaucoup sur toi aussi, parce qu'en fait, finalement, de partir dans un endroit où tu parles pas la langue, tu connais pas la culture. Il faut aller parler à des mecs que tu connais pas, tu te fais baiser une fois sur deux, tu te fais arnaquer par des trucs. On est arrivé en Croatie, le mec nous dit non, la voiture de location elle est plus dispo, il faut repayer 1500 balles. Je me suis énervé pendant 1 heure, mec. 1 heure en anglais, alors que le mec comprenait à peine l'anglais. J'ai essayé d'être menaçant un peu, tu vois, pour forcer le truc. Non, tu l'as dans le cul, tu vois. T'apprends de toi, et du coup, t'apprends à te maîtriser. T'as ta meuf qui est à côté, qui attend là depuis 1 heure, qui est au bout de sa vie, qui est limite en train de pleurer tellement tu gueules. Enfin, tu sais, t'apprends de ouf. C'est des situations de dingue. Pareil, tu te fais conduire par un taxi où t'as l'impression qu'à tout moment, il va te buter parce que le mec, il roule n'importe comment, machin. Tu sors de ta zone de confort, voilà, tu sors de ta zone de confort. Donc c'est vrai que le voyage, c'est quand même... t'apprends sur toi aussi, beaucoup. Ouais, bah donc c'est un investissement en soi. Donc c'est quand même un peu un investissement, ouais. Après, faut pas faire n'importe quoi, je pense, mais ouais. Mais par contre, la France, moi j'aimerais bien faire les châteaux de la Loire, on en parlait dans un épisode. J'aimerais bien faire les châteaux de la Loire, je sais pas si ça se fait en vélo, en je sais pas quoi, mais Si ça peut se faire. j'aimerais bien les faire. Ouais, carrément, Ouais. ça c'est une bonne idée. Ouais. Non, mais c'est sûr que le voyage, ça forme la jeunesse. Mais, C'est clair. Bah toi, du coup, pareil, j'imagine qu'en Centraf, t'as appris des trucs, t'en avais parlé lors du 2e épisode. Ouais, De rien, t'apprends, quoi. ouais. Et les Kanaks aussi. Non, c'est des Ouais, Kanaks, c'est si, c'était en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, ouais. C'était en Nouvelle-Calédonie. Bah, j'ai appris que putain, c'était propre en France. Hein. T'as vu? Ah ouais, mais tu vois, ça c'est un truc aussi, j'ai du mal à comprendre. Ça devrait pouvoir s'expliquer. Mais ce respect que certaines civilisations enfin ce respect relatif que certaines civilisations ont par rapport à leur territoire, leur terre, tu vois, typiquement dans certaines cultures de manger une barre chocolatée et de jeter le papier par terre, ça se fait sans problème, quoi, tu vois. Et dans d'autres, ça se fait moins. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Enfin, j'aimerais comprendre. Là, en fait, je t'ai donné la réponse. Enfin, c'est une histoire de culture. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas la même symbolique, tu vois. Quand tu jettes un papier par terre dans certains coins du monde, enfin, tu vois, en Inde, je veux dire, c'est terrible, quoi. La propreté, c'est. À Bali, c'était dégueulasse aussi. Hein. Bali, Ah ouais. Alors Bali, il planquait un peu la saleté pour pas que les touristes les voient, Ouais, mais tu vois. à des angles, des coins de rue, tu voyais, ouais, le truc. Thaïlande, un peu Puis moins. ça doit finir dans la mer, je sais pas Mais où. ouais, mais c'est ça. Tu vois des coins de la mer qui sont complètement pollués. Ça te dégoûte, tu vois. Mm. C'est pour ça aussi que tous les voyages vers les trucs, les Maldives, tout ça, tu vois que sur des îles, c'est des îles poubelles. Ça me dégoûte, tu vois. C'est des vrai. trucs, c'est. Ouais. Je sais pas si c'est culturel, est-ce que c'est pas de l'éducation? Parce que du coup, nous avant, on était comme ça aussi. Hein. On balançait nos clopes, nos trucs, nos machins, un peu à droite à gauche. Et du coup, c'est en apprenant que ça polluait qu'on arrête un peu de le faire et que maintenant, c'est mal vu socialement. Mais, Bah avant, là, mais tout le monde fumait avant. Il fallait fumer d'ailleurs. Il fallait fumer. À l'armée, tiens, dans les rations, on filait 2 paquets par semaine aux mecs. Allez fumer, c'est bien. C'était bon de fumer avant. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça que maintenant, ça aussi, c'est quand même, c'est fou, quoi. À l'époque, on te disait que fumer, c'était bon. Donc maintenant, il faut rechercher ce qu'on nous dit de ce qui est bon de faire. Qu'est-ce qui est bon de faire actuellement? Et là, tu te dis, bon, il y a peut-être une couille quelque part encore. Tu vois? Tu vois? Non mais, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est bon de faire en ce moment? Ouais, l'écologie, bon. Non, pas autre chose, mais l'empreinte carbone, je sais pas, tu vois? Qu'est-ce qui a du sens? Ouais. Tu sais, t'avais les paquets de clopes avec marqué que c'était bon pour les femmes enceintes de fumer.
Et puis je crois que j'ai vu passer une pub aussi un jour où c'était à l'époque, il disait, il filait, il filait du pinard à la cantine aux gamins, tu sais, aux élèves des classes. C'est ouf, quoi. Et aujourd'hui, ouais, on te dit plein de choses. On va pas reparler d'une certaine pandémie, mais bon, oui, il y a des trucs qui sont dits où tu te dis, bon, et finalement, parfois même juste un an. Alors il y a des trucs, tu te rends compte 50 ans après que c'était des conneries, mais le problème, c'est qu'il y a des trucs où 1 an ou 2 ans après, tu te rends compte que c'était des conneries. Donc, bon, voilà, mais oui. Mais il faut se méfier de ce qu'on nous dit. De toute façon, tout est marketing, donc les gens, ils en ont pas assez conscience. Nous, du coup, par le biais de nos boîtes, on est obligé de faire du marketing et d'apprendre le marketing et la com, et moi qui bosse en agence de com encore plus, mais du coup, tu te rends compte à quel point tout est marketing, quoi. Même l'État a des boîtes de com qui bossent pour lui, des conseillers en communication, les présidents, sont bardés de conseillers en communication, quoi. Donc, c'est... Même la guerre est marketing. Dans la guerre, comme on en parlait une fois, là, t'as les communications de guerre. En temps de guerre, c'est la propagande, tu sais. Il n'y a pas des moments où tu as moins de vérité que pendant les guerres, quoi. Tu as des fausses informations qui circulent de partout, etc. Donc ouais, il faut vraiment se méfier de ce qu'on nous dit et aller regarder et aller se sourcer correctement, ouais, ça c'est sûr. Ouais, après il faut trouver les sources, puis sinon, si tu veux pas devenir fou, parce qu'en fait t'as information contre information, bah tu t'informes pas du coup, ou alors tu t'informes que vraiment sur le petit cercle, quoi, ton petit cercle, donc voilà ce qui te fait vivre, ce que toi tu peux changer, et voilà, et c'est de plus en plus ce à quoi je vais, parce que je vais vers un mindset de voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer chez moi, autour de moi, et je cherche surtout pas à changer les autres, sauf ceux qui le veulent, tu vois. Typiquement, bah voilà, je suis coach sportif, donc moi mon job, c'est que des mecs deviennent plus forts. Et ça, bah après derrière, ça va t'aider à être plus indépendant si t'es plus fort. Si t'es plus fort, bah t'as un métabolisme qui tourne mieux. Donc bah, potentiellement, tu as moins besoin de faire appel à des médicaments, et donc tu es plus dépendant, tu es plus indépendant. Et, et voilà, moi c'est ce que je fais. Pareil, toi, bah, voilà, tu aides les gens à se vendre. Donc derrière, bah, ils font moins appel ils vont moins dépendre d'autres choses. Bah, ils vont pouvoir développer leur business, leur truc. Moi, je kiffe, ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est... Non, c'est top, quoi, parce que t'as des gens qui ont une problématique, qui n'arrivent pas à la débloquer. Toi, t'arrives, tu leur permets de débloquer des choses, etc. T'as un impact vraiment, je trouve, très important. Et ça, c'est génial. Ouais, non, c'est top, c'est top. Et comme tu dis, ne pas chercher à changer toute la société, et puis on en avait parlé dans un épisode, de d'abord essayer de changer ses proches, puis ensuite, voilà, famille élargie, région, commune, bref, communauté, voisinage, potes, amis, et puis après clients, du coup. Si t'es entrepreneur, t'es client, et puis c'est déjà pas mal, en fait. Hein. De toute façon, t'as pas un big pouvoir de plus, hein, de toute façon, donc non, c'est clair que... À moins de... Ouais, tu peux pas. Bon, ben, je pense qu'on a bien échangé aujourd'hui. Je te propose de clôturer le débat par tes conseils de la semaine, enfin tes recommandations de la semaine. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Ma reco de la semaine? Ouais. Ouais, l'émission Qui veut être mon associé, très intéressante, je t'en ai parlé. T'as les replays qui sont dispo sur M6, M6 Replay, parce que bon, on n'a plus la télé, donc je n'ai pas regardé à la télé en direct. Et du coup, ouais, Qui veut être mon associé, très intéressant, ça te donne une culture de l'entrepreneuriat très importante. Donc c'est des gens qui sont entrepreneurs qui viennent pour lever des fonds auprès de 4 ou 5 investisseurs. Tu as Tony Parker, tu as Marc Simoncini, tu as Eric Larchevêque, enfin voilà, tu en as plusieurs. Et le but c'est de pitcher ta boîte et d'essayer de convaincre le jury pour obtenir des fonds. Et c'est hyper intéressant parce que eux, du coup, le jury, il donne un avis après sur l'entreprise du mec et le pitch qu'il a fait. Et souvent, c'est des avis qui sont très tranchés et très intéressants et ça vaut son pesant d'or, hein, parce que tous les conseils qu'il donne,
c'est 1000 à 10 000 euros à 100 000 euros de consulting, quoi. C'est des conseils de mecs qui ont fait plusieurs millions, voire plusieurs milliards, je pense, avec leur boîte. Donc tout ce qu'ils disent, c'est du pain béni, quoi. Donc très intéressant. Qui veut être mon associé? Ok, bah écoute, très bien, bah, j'avais regardé et je pense que du coup bah, je vais regarder encore plus. J'avais regardé il y a quelques années. C'est vrai que du coup, vu que nous aussi on n'a plus la télé ici, on n'avait pas forcément accès aux nouvelles saisons, etc. Mais du coup, si tu me dis que c'est sur M6 Replay, bon, on ira voir une fois qu'on aura fini Narcos. Et donc moi, la mienne, c'est récemment, je me suis penché sur la mode vestimentaire. Sur plusieurs générations. Et donc je vais conseiller une chaîne qui est très intéressante, donc Discussion Sartoriale. C'est Hugo Jacomet qui fait ça, donc c'est un type voilà, qui a la cinquantaine. Et lui, voilà, son délire, c'est de s'habiller en costume. Et en fait, tu comprends que au départ, j'avais une vision très fermée un petit peu de la mode, etc. Et en fait, tu te rends compte que comment on s'habille, c'est comment on pense un petit peu. Et tu vois l'évolution des styles à travers les années. Et tu comprends qu'en fait, c'est un énorme apprentissage sur la sociologie. Et du coup, c'est super intéressant. En plus, moi, je m'appelle Sartor, donc mon nom de famille, voilà, il veut tout dire. De prédestiné. Je suis prédestiné, j'ai ça dans le sang. J'ai le style dans le sang. Non, mais t'as le style dans le sang, mec. Et d'ailleurs, au passage, je tenais à donner mon avis sur le style. Et pour moi, tu réfléchiras pour le prochain podcast, mais pour moi, les périodes où on s'est le mieux habillé, c'était dans les années 60, donc de 60 à 70. Je sais pas si tu connais la série Au service de la France. Si, bien sûr. Bah voilà, tu vois, ou OSS 117, toutes ces périodes-là. C'est là où les costumes sont les plus élégants pour les hommes, tu vois, il n'y a pas trop de foufrou. C'est pas comme dans les années 30, où les années 30, c'était Gatsby le Magnifique, où les mecs, il y avait beaucoup de trucs, c'est un peu passé. Là, les mecs sont en costume, c'est droit, c'est classe, c'est sobre et chic. Les femmes, c'est pareil, pas trop de foufrou, pas trop... Après les années 70, années 80, tu commences à voir des trucs bizarres sur les hommes, avec des espèces de cols qui vont jusque là, des chemises ouvertes, tu vois, des trucs. Enfin, c'est moi la classe, quoi. Et pareil, tu vois, dans Narcos. Voilà, donc. Après, t'as toute l'industrie vestimentaire américaine qui vient déballer ces merdes en France. Donc, oui, très rapidement, tu passes au jean, à la basket et à des trucs un petit peu moins qualitatifs. Et le fameux jean. Ah ouais, c'est vrai, il en a parlé. Il en parlait. Oui, ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, tu vois, je savais pas. Ok. Très bien. Les jukebox. Bon bah top, merci pour la reco. Ouais. J'irai regarder, comme je t'ai dit, je suis pas passionné de style, donc du coup c'est bien, ça va peut-être m'initier du coup et me faire découvrir le truc sous un autre angle, donc j'irai regarder ça. Bah, top. Ok, top, génial. On enregistre en présentiel la semaine prochaine, je crois, on s'est dit, l'épisode. Ouais, jeudi. Premier épisode on sera l'un à côté de l'autre, enfin en face de l'autre du moins. Et puis abonnez-vous et laissez toujours un petit commentaire pour me donner un peu votre avis sur les sujets qu'on a évoqués et puis pour me donner un peu de la force. Et puis je te souhaite une très bonne journée, Kevin, et puis on se dit à la semaine prochaine. Écoutez, bonne journée et puis à la semaine prochaine. Salut François. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.